Bonsoir, merci d'assister à ce live Studirama TV consacré ce soir à l'ISTA, la Business School du textile, de la mode et du cuir, en présence de Frédéric Mougin. Bonsoir. Bonsoir Karine. Bonsoir, vous êtes donc directeur de cette école basée à Mulhouse. Tout à fait. En deux mots, l'ISTA, c'est une vieille école de tradition. Bon, vieille, on approche 30 ans, donc je ne sais pas si 30 ans c'est vieux. Donc l'ISTA, effectivement, est une école originale et atypique, je dirais, en ce sens qu'elle a été créée en Alsace, comme vous l'avez souligné, il y a bientôt 30 ans, par les industriels du textile de la région, pour répondre à l'époque à un nouveau besoin de compétences au sein de ces entreprises, à savoir les chefs de produits. L'école a ensuite évolué au gré des mutations de l'industrie textile, et aujourd'hui on s'adresse à l'ensemble de la filière textile, mode, cuir, pour former, je dirais, les cadres dont ces entreprises ont besoin pour se développer. L'école a été créée sous un statut d'association à but non lucratif, donc notre vocation n'est pas une quelconque rentabilité financière. Je dirais qu'on a une double vocation. La première, c'est d'apporter aux entreprises de la filière les compétences dont elles ont besoin pour se développer dans un environnement qui est complexe, en constante évolution. Et la deuxième vocation, c'est de permettre à des jeunes, je pense qu'ils sont nombreux à nous écouter ce soir, motivés par cette filière, motivés par ces métiers, d'accéder à un diplôme d'enseignement supérieur et donc à un emploi. On pourrait dire également qu'on a trois métiers. Le premier, c'est la formation initiale, avec deux cursus dont nous allons reparler. Le deuxième, c'est la formation professionnelle continue qui s'adresse aux salariés des entreprises. Et le troisième, c'est également une activité de conseil auprès de ces entreprises, notamment dans les domaines de la stratégie, du marketing, du web ou encore de l'innovation. Voilà. Donc, côté formation initiale, qui nous intéresse plus particulièrement ce soir, ce sont deux cursus. Un nouveau Bac plus 5 qui s'intitulait Chef de produits textiles avant, et un Master of Science qu'on a lancé donc à la rentrée dernière sur le e-business management. Voilà, quelques mots. Et justement, votre actualité concerne notamment le premier, le diplôme historique de chef de produit, qui passe de Bac plus 4 à Bac plus 5. Oui. On va revenir sur le métier de chef de produit parce qu'il y a des questions qui ont été posées sur le sujet. Donc votre actualité, et donc ce MSI que vous avez ouvert donc, à la rentrée 2014. Tout à fait. Et qui concerne à peu près dans quel profil, pour commencer, pour donc les Bac plus... Alors, le recrutement se fait à partir de Bac plus 4 ou Bac plus 5, quelle que soit la spécialité, je dirais, de ces formations. Donc, ça peut être des jeunes qui sont issus d'écoles de commerce, de formation ingénieur, de formation tournée vers l'informatique, vers le web, vers la communication, ou des cursus universitaires. Donc, une formation en 1 an, avec 5 mois de cours et 6 mois de stage. Donc, spécialisée dans cet univers de l'e-commerce. Le e-business manager, nous y reviendrons. Le chef de produit, alors oui. C'est vrai que beaucoup, il y a des questions qui concernent justement ce métier. En quoi se distingue-t-il dans le domaine du textile des autres chefs de produit? Et d'abord, qu'est-ce qu'un chef de produit dans le domaine du textile? Alors, il y a deux questions dans la question. C'est vrai que, la raison de souligner, le métier de chef de produit existe dans beaucoup de secteurs d'activité, en particulier dans tous les produits de grande consommation. Je dirais que dans d'autres secteurs d'activité, une solide formation en matière de marketing, de gestion, voire de management conviendra parfaitement. Dans notre domaine textile, mode, cuir, il y a une véritable nécessité de se spécialiser. C'est un métier, on va dire, qui va requérir deux types de compétences spécifiques qui justifient des formations spécialisées. La première, c'est une compétence technique. On ne peut pas décider de mettre tel ou tel produit dans votre collection, vous ne pouvez pas négocier avec des fournisseurs, vous ne pouvez pas valoriser les produits ou déterminer les prix sans une maîtrise de cette composante technique. Le deuxième axe, c'est toute la partie style, création. Je veux dire, une collection dans le domaine de l'habillement ou du linge de maison répond à des tendances de mode. Donc il y a une nécessité de décrypter, d'interpréter ces tendances de mode pour la marque pour laquelle on travaille. Ce sont des choses qui s'apprennent et que l'on apprend dans nos formations. Justement, l'intitulé de votre live, c'est pourquoi les métiers de chef de produit et du business manager auxquels nous évoquerons ensuite dans la mode sont-ils tendance?
Est-ce que la mode, c'est tendance? Est-ce que ça recrute? Et quelles sont les perspectives pour ces futurs Bac+5? Les perspectives sont bonnes. Depuis 30 ans, les personnes qui sortent de l'ISTA trouvent du travail facilement, évoluent rapidement dans leurs diverses entreprises. Alors, quand on parle mode, nous, on parle plus de filière textile, mode jusqu'à aujourd'hui, cuir demain, on y reviendra un petit peu dans l'évolution de notre formation. Donc je dirais on s'adresse à des entreprises telles que des enseignes de grande distribution, telles que des marques d'habillement, de sport, mais c'est également tout l'univers de la décoration et l'ameublement. C'est également toute l'industrie textile, des gens qui vont fabriquer du tissu pour en faire ensuite des vêtements ou d'autres types d'articles. C'est le secteur des textiles techniques qui évolue rapidement. C'est aussi le vêtement professionnel, le vêtement d'image, la vente à distance. Voilà, donc c'est le textile, la mode ou l'habillement sous de nombreuses formes. Voilà. Donc ce n'est pas que le prêt-à-porter. Ce n'est pas que le prêt-à-porter, tout à fait. D'accord, c'est un environnement beaucoup plus large. Tout à fait. Qui est touché. Tout à fait. Ce qui fait aussi l'intérêt de la formation, c'est-à-dire que les débouchés du coup sont extrêmement larges. Alors, la formation de chef de produit il y a 30 ans n'est pas forcément la même aujourd'hui. Quelles sont les compétences aujourd'hui et quelles sont les compétences attendues des managers de demain? Alors, elles sont multiples. Parfois, d'ailleurs, on pourrait les juger comme antinomiques, puisqu'il faut à la fois avoir un esprit créatif et avoir de solides connaissances techniques. Il faut à la fois un bon esprit marketing et être bon gestionnaire. Il faut bien maîtriser l'anglais, il faut être capable de vendre ses idées. Et je pense qu'il y a tout un tas également de qualités personnelles qui sont importantes. Je mettrai en premier lieu la curiosité. On dit souvent que c'est un vilain défaut. Chez nous, c'est la qualité principale. Une curiosité de tous les instants, mais aussi une capacité à s'adapter à un environnement qui change énormément, des métiers qui évoluent très vite, capacité à gérer son stress, une certaine autonomie, capable de prendre des décisions, prendre des risques aussi. On est sur un secteur où on pourrait penser qu'il y a une forme de banalisation de l'offre. Donc, je veux dire, le chef de produit, il est aussi là pour apporter de la différenciation dans la collection de la marque qu'il représente. Donc, ça passe par de la créativité, de la prise de risque. Voilà, ça fait aussi partie, je dirais, des qualités requises pour ce type de métier. Alors, je suppose que vous cherchez tous les profils, vous recrutez exclusivement un Bac+2 pour la formation de chef de produit. Au minimum. Vous avez Mourad qui vous demande justement, est-ce que vous recrutez tous les Bac+2? D'autres questions justement qui sont posées notamment sur faut-il avoir un background issu du monde du stylisme, de la mode? Est-ce nécessaire? Donc, qui sont les profils que vous recherchez? Alors, il faut un Bac+2 au minimum. On a aussi des gens qui arrivent chez nous avec plus qu'un Bac+2. Donc ça, c'est un minimum requis. Et effectivement, toute spécialité, il n'y a pas de formation privilégiée ou interdite pour postuler à l'ISTA. C'est un concours pour entrer à l'école. Et il n'y a pas nécessité d'avoir une formation dans le domaine de la mode au préalable. Donc, tout diplôme, BTS, DUT, de toutes filières confondues. Oui. Vous évoquiez ce concours. Quelle est la sélection? Alors, juste pour compléter un petit peu les filières, il y a toutefois des filières qui mènent peut-être de façon plus logique vers nous. Donc, dans nos promotions, on trouve fréquemment des gens issus de filières commerciales, donc des DUT techniques de commercialisation ou des BTS commerce international, par exemple. Des gens qui sont issus effectivement de filières textile, mode, donc soit des BTS métiers des modes du vêtement ou des BTS design de mode, mais on a aussi des gens qui ont des profils complètement différents, des cursus universitaires en langue, en sociologie, des gens qui ont des DUT chimie, enfin je pourrais vous faire une liste de profils qui ont intégré l'école ces dernières années avec des cursus qui paraîtraient sur le papier atypiques ou, pour ne pas dire exotiques d'ailleurs, par rapport à nos métiers. Mais ce qui nous intéresse en premier lieu, c'est plus ce que les gens ont envie de faire dans les prochaines années, quelle est leur motivation. Voilà, c'est un critère de recrutement numéro 1. On cherche vraiment des gens qui sont passionnés par ce secteur d'activité et qui ont envie d'y évoluer professionnellement. Voilà.
Alors, le concours, donc je dirais trois étapes pour postuler. La première, c'est un dossier de candidature donc, qui est disponible sur notre site internet. Donc il faut se dépêcher puisque c'est à renvoyer avant le 13 mars cette année. Toutes les personnes qui nous adressent le dossier sont conviées au concours, qui, je précise, est gratuit. Je pense que doit être une des rares encore écoles à proposer un concours gratuit. Première étape de sélection des épreuves écrites qui vont se dérouler le 30 mars, avec des épreuves assez généralistes, la culture générale, un exercice de synthèse, un exercice de créativité, des tests de raisonnement, de logique par exemple. Et donc la dernière étape, c'est un entretien de motivation devant un jury de professionnels qui se déroule mi-avril, donc grosso modo 15 jours après les écrits. Test de créativité, il faut dessiner, faut... Non, c'est créativité au sens avoir des idées. Dans l'univers de la mode, celui qui dessine, c'est le styliste, c'est pas le chef de produit. Le chef de produit, il est là pour travailler avec des stylistes qui seront soit dans l'entreprise, soit en dehors de l'entreprise, soit ce qu'on appelle des stylistes freelance ou des bureaux de style, dont le travail est, je dirais, d'alimenter un petit peu le chef de produit avec des croquis, des idées. Son travail à lui va être de sélectionner, de prendre les idées qu'il pense pertinentes par rapport aux clients de la marque, au marché sur lequel il est positionné, au niveau de gamme de la marque. Donc il n'y a pas de nécessité d'avoir un talent créatif au sens dessiné. Chez nous, la créativité, ça veut dire avoir des idées. Donc, capteur de talent créatif, mais pas forcément avoir un talent créatif. Concrètement, la formation, comment se déroule-t-elle tout au long du cursus ? Alors, donc il y a un changement à la rentrée, comme vous l'avez souligné, depuis la création de l'école et de cette formation. Elle se déroulait en 2 ans post-Bac+2, et donc à cette rentrée, nous passons sur une formule en 3 ans qui va mener les gens à un diplôme Bac+5. Donc la première année va se faire sous statut étudiant, donc à temps plein à l'ISTA, ce qui va être l'occasion de poser un certain nombre de compétences de base. Et les années 2 et 3 donc, seront 100% en alternance avec une présence en entreprise encore plus forte que dans la formule précédente. Voilà, donc sur les 2 années en alternance, c'est 60 semaines, donc quasiment 14 mois, que les étudiants vont passer au sein d'une entreprise. Je reviens sur les modalités de sélection et notamment de diplôme. Audia vous dit qu'il est allé voir d'autres écoles. En quoi vous distinguez-vous des écoles de mode, à proprement parler? Et il demande si avec un DCG, il peut intégrer votre école. J'ajouterai une question sur le bachelor. Si j'ai un Bac+3, notamment un bachelor, puis-je entrer en 2e année? Alors, on commence par quoi? Par les écoles de mode, à proprement parler. Ce qu'on entend souvent par école de mode, c'est plutôt des écoles de stylisme. Hein, quand on utilise ce terme école de mode, c'est plutôt faire référence à des gens, des établissements qui vont former des stylistes, ce qui n'est pas du tout notre vocation. Donc ce sont 2 métiers, je dirais, bien différents. On peut faire l'ISTA après une formation de stylisme. C'est une base qui est tout à fait intéressante pour poursuivre à l'ISTA. Donc, je dirais, ce qui va nous distinguer, c'est la finalité. La finalité de notre formation, c'est de former des chefs de produits, des acheteurs, des responsables de collection, des responsables marketing, des gens qui vont vers des fonctions commerciales, vers le merchandising ou vers des fonctions de direction de magasin, par exemple. Donc, on va avoir des débouchés plus larges qu'une école de mode qui va vraiment se limiter à la partie création. Donc je dirais que pour moi la distinction se fait principalement ici. Par rapport donc, à votre internaute qui posait la question, oui bien sûr, son diplôme peut lui permettre d'accéder à l'ISTA, il peut tout à fait postuler et passer le concours. À lui de prouver sa motivation devant donc, le jury de professionnels et de bien nous faire comprendre quel est son projet professionnel et de bien nous montrer que son projet est en phase avec notre formation et que ce qu'il a envie de faire dans la vie, c'est réellement de travailler dans cette filière et de se diriger vers les métiers dont j'ai parlé. Et concernant le bachelor? Le bachelor, alors la question... Ou un Bac+3 en général Comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, le niveau de recrutement, c'est Bac+2 minimum. On a dans nos promotions aujourd'hui un certain nombre de gens qui arrivent avec plus qu'un Bac+2, que ce soit une licence, un bachelor, parfois même un Bac+4 ou un Bac+5. Donc de gens qui sont orientés dans une certaine voie et qui
ont envie de se professionnaliser, de se diriger encore une fois vers nos métiers, vers notre secteur d'activité, et qui vont intégrer l'école en année 1. Lily vous demande quelle est la différence entre l'ISTA et une business school. J'ajouterais, vous qualifiez-vous plus d'école généraliste dans le domaine du textile ou d'école spécialisée? On pourrait dire quelque part qu'on est une école de commerce spécialisée dans l'univers textile mode cuir, d'où la baseline business school textile mode cuir, et pour également, encore une fois, bien nous différencier par rapport à ce que beaucoup appellent des écoles de mode, en mettant derrière ce terme, encore une fois, plutôt la dimension style création qui n'est encore une fois pas notre vocation, notre cœur de métier. Je dirais dans cet univers textile, mode, cuir, on pourrait dire qu'il y a 3 grandes voies. La partie création, donc ce sont les écoles de mode, la partie plus technique, scientifique, les écoles d'ingénieurs, et la partie qui nous concerne, donc les métiers à vocation plus marketing, commercial. Voilà, d'où un petit peu cette appellation business school spécialisée dans l'univers textile, mode, cuir. Je suis entrée dans votre école, j'ai suivi cette formation. Félicitations. Je posséderai demain un bac+5. En quoi un bac+5 se justifie-t-il pour exercer dans votre milieu aujourd'hui? Et au final, quels sont les débouchés et quels sont les métiers que peuvent exercer vos diplômés? Alors, si on reste dans le cadre de cette formation chef de produit textile que l'on rebaptise manager de l'offre produit, les débouchés, je les ai évoqués précédemment, donc ce sont ces postes de chef de produit, de responsable de collection, d'acheteurs qui vont évoluer vers des catégories managers, responsables de marché, directeur achat, directeur collection, les postes purement marketing, donc responsable, directeur marketing, quelques métiers qui émergent comme le merchandising, donc soit merchandiser ou coordinateur merchandising pour une marque ou une ancienne distribution. Les métiers à vocation commerciale, donc ceux qui ont vraiment une fibre commerciale, il y a de nombreux postes à prendre dans des fonctions de responsable commercial très souvent tournés à l'export. Et un certain nombre aussi vont démarrer, notamment dans l'univers distribution, par des carrières en magasin, qui est souvent le point d'entrée, je dirais, dans les enseignes de distribution, et ensuite évoluer soit au sein des magasins, soit vers les centrales d'achat et rejoindre des fonctions de chef de produit ou d'acheteur. Voilà. Alors, pourquoi un bac+5? Parce qu'on est quand même sur des métiers avec un certain niveau de responsabilité, donc je dirais une certaine maturité nécessaire pour appréhender ces métiers. Il y a un ensemble de compétences qui est assez important à acquérir, donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire en 2 ans, 3 ans post-bac. Je dirais que voilà, on va s'appuyer aussi sur un socle de compétences généralistes que les jeunes vont développer au travers d'un DUT et d'un BTS, et venir ensuite poser les compétences vraiment spécifiques à ces métiers pendant les 3 années à l'ISTA. Sont aussi des métiers où il y a une certaine responsabilité financière. C'est-à-dire quand vous êtes en charge d'une collection, au sein d'une marque ou d'un distributeur, une collection, ça va être plusieurs modèles, voire dizaines de modèles que l'on va commander en centaines, milliers, parfois plus d'exemplaires, avec un prix d'achat en dizaines d'euros ou de dollars plutôt. Donc on comprend vite qu'on va gérer des budgets d'achat, des budgets de collection qui vont se chiffrer en millions. Donc c'est quand même un certain niveau de responsabilité qui aujourd'hui est cohérent avec un diplôme de niveau bac+5. Un diplôme égal d'une business school et la vôtre, évidemment vos diplômés sont un petit peu favorisés parce qu'ils ont cette compétence technique et cette connaissance forte du marché, en l'occurrence. C'est ce qui va les favoriser? Oui, tout à fait. Ils sont opérationnels dès le premier jour. Vous intégrez une marque, un distributeur, vous vous retrouvez en charge d'une collection. Mettre en place un plan de collection, ça ne s'improvise pas. Une école de commerce généraliste, par exemple, on va développer des compétences marketing généralistes, mais pas toutes les subtilités, je dirais, qui font le propre de notre secteur d'activité. Qui attire beaucoup de diplômés. Bien sûr, oui.
Alors, Théo nous pose une question qui va nous permettre de faire la transition avec votre formation et notamment le métier d'e-business manager. Il dit, Théo dit en l'occurrence, il existe beaucoup de formations dans le digital, mais dans votre présentation, vous parlez de formation unique à propos du Master of Science Business, e-business. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous distingue en fait des autres formations e-business? Alors, la première chose, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça. On sent que ce sont des métiers qui sont nouveaux, qui sont en développement, qui sont en devenir. Et ce qu'on a observé, c'est que beaucoup de formations s'occupent, j'allais dire, d'une partie de la démarche, c'est-à-dire focalisée sur du web design, sur du référencement, sur du web marketing. Mais peu, voire pas de formation qui s'occupe de la démarche complète, c'est-à-dire depuis la réflexion stratégique, c'est-à-dire d'une marque ou d'une enseigne, comment peut-elle, comment doit-elle utiliser le web et les TIC pour développer son activité, jusqu'à la mise en œuvre et au pilotage de cette activité e-business ou e-commerce. Donc voilà, le propre de notre formation, c'est vraiment l'ambition qu'on y a mise, c'est de former des gens qui sont capables de piloter l'activité e-business ou e-commerce d'une marque, d'un distributeur ou d'un industriel, puisqu'il s'intéresse aussi au web aujourd'hui, depuis la réflexion stratégique jusqu'à la mise en œuvre et pilotage de cette activité. Est-ce bien engagé ou est-ce qu'il reste tout à faire dans les entreprises? Il reste beaucoup à faire. Encore une fois, ce sont des métiers nouveaux. D'ailleurs, y compris sur des sites comme les vôtres ou vos confrères, les métiers ne sont pas encore tout à fait clairement définis. C'est le cas dans les entreprises. Les définitions de fonctions varient énormément d'une entreprise à une autre. Je pense que beaucoup d'entreprises, que ce soit des marques ou des distributeurs, ont perçu le web comme une forme d'Eldorado et en se disant il suffit de créer un site, de mettre des produits dedans et on va faire du chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde s'aperçoit que c'est un monde différent, c'est un monde nouveau, qui requiert là aussi des compétences, des connaissances spécifiques. Et je pense que beaucoup repensent actuellement leur approche du digital. Et je pense qu'il y a une belle opportunité pour des gens qui se forment aujourd'hui à ces métiers, qui acquièrent des compétences spécifiques, de prendre des responsabilités au sein de ces structures pour aider les entreprises à positionner le digital correctement au sein de leur stratégie. De tout type et de toute taille des entreprises. Oui, il y a notamment Marie qui nous pose la question justement quelles entreprises recrutent, petites, moyennes, grandes, toute taille. On a l'impression que les marques quand même sont très bien avancées sur le digital et vous apportez la preuve que non. J'apporte la preuve. Oui et non. Enfin, après se pose ici la question de la rentabilité des plateformes e-commerce. Il y a énormément de sites marchands sur l'Internet français, entre guillemets, enfin, si on peut parler d'un Internet français. Il n'y en a pas tant que ça qui sont rentables. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Et aussi bien au sein de grands groupes, de grandes enseignes de distribution, de marques, que d'industriels aussi. Je veux dire, beaucoup d'industriels regardent Internet en y voyant des opportunités de se rapprocher du client final et de développer une activité B2C versus une activité B2B qui est souvent leur activité historique. Alors, les conditions d'admission pour cette formation partent des compétences attendues. Je vous pose la même question que pour l'autre métier auquel vous préparez. Quelles sont les compétences attendues demain et quels sont les profils requis pour intégrer votre formation? Est-ce ouvert à tout le monde? Là aussi, les compétences sont assez diverses puisque, encore une fois, la première étape, c'est de réfléchir à la stratégie de l'entreprise, comment le digital, le web va venir bousculer un petit peu le business model de l'entreprise, comment utiliser ces technologies pour développer l'activité de l'entreprise. Ensuite, on a un volet de compétences, je dirais, lié au web marketing et à l'e-commerce, une bonne maîtrise des réseaux sociaux, comment utiliser un petit peu tout le social media pour développer les communautés autour de la marque et faire parler de la marque un petit peu différemment. Il y a un volet économique, gestion, on fait ça pour développer l'activité de l'entreprise. Donc à un moment donné, il faut être capable de se définir des indicateurs de performance qui ne sont pas tout à fait les mêmes sur Internet que dans le monde réel, si je puis dire.
Et immanquablement, on a des compétences également managériales, puisque c'est des gens qui sont assez rapidement amenés aussi à développer des équipes. Et donc les profils requis? On recrute à partir de Bac plus 4, Bac plus 5, comme je disais précédemment, en étant là aussi relativement ouvert par rapport au profil recherché. Ce qui va là aussi nous intéresser prioritairement, c'est leur attrait pour le digital, pour l'univers du web, leur envie de se spécialiser, de faire carrière dans ces métiers-là, des gens qui ont bien compris les opportunités que le web apporte aujourd'hui. Donc ça peut être des gens qui sont issus de formations commerciales, marketing, de gens issus de formations communication, multimédia, informatique, mais aussi dans le domaine de la création ou des cursus universitaires, même en lettres par exemple, sont des gens qui peuvent nous intéresser. Voilà. Alors, je pense que c'est souvent des gens qui auront fait, c'est le cas dans la première promotion, qui ont une première expérience dans cet univers au travers d'un stage ou d'une alternance, qui ont découvert, je dirais, un petit peu cette partie-là, et qui ont envie aujourd'hui d'aller plus loin et qui ont compris, encore une fois, que ça nécessite des compétences spécifiques. Alors, vous avez construit vos formations avec, par et pour les entreprises. Tout à fait, oui. L'entreprise est omniprésente dans votre formation, et ne serait-ce que de par vos intervenants. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Déjà, toute la petite équipe qui dirige l'école, on est tous issus du métier également, et pas du monde de l'enseignement. Effectivement, nos intervenants sont tous professionnels, issus du monde de l'entreprise, et viennent partager leur expérience, leur connaissance, mais aussi leur passion avec nos étudiants. Et on va chercher les compétences là où elles sont pour mettre en face de nos étudiants d'excellentes pointures sur les sujets qui sont inscrits au cursus. En l'occurrence, vous avez d'excellentes relations pour l'alternance. L'alternance est un dispositif fort au sein de vos formations? Oui, c'est dans l'ADN de l'ISTA. Dès le premier jour, l'école s'est construite sur ce modèle-là. Je pense que l'ISTA est un peu précurseur dans le domaine, a tout de suite senti les avantages de l'alternance, le fait d'apporter aux jeunes une expérience professionnelle significative. C'est un véritable tremplin vers l'emploi. Et Romane demande si on peut faire 2 ans en alternance dans la même entreprise, ou faut-il en changer au cours du cursus? Non, le principe c'est de signer un contrat de professionnalisation de 2 ans avec une entreprise, et on évolue pendant ces 2 années au sein de la même entreprise. Ce qui est à l'intérêt de tout le monde d'ailleurs, puisque je dirais que les missions confiées vont également monter en puissance au fur et à mesure où on avance dans l'entreprise, ce qui est assez logique. Mathieu vous demande justement avec quelle entreprise vous travaillez en alternance, enfin vous avez des partenariats en alternance, et si on ne trouve pas d'entreprise, que se passe-t-il? Alors, je ne vais pas forcément donner de nom, mais comme j'ai exprimé précédemment, c'est toutes les entreprises qui travaillent le textile, l'habillement et demain le cuir sous des formes diverses et variées. Ça va de très grands groupes de distribution, groupes industriels qu'on connaît tous, qui peuplent les rues commerçantes de nos villes, à des PME ou TPE qui sont moins connus parce que œuvrant dans un domaine B2B, textile technique ou fabricants de tissus pour l'habillement, qui évidemment sont beaucoup moins connus du grand public, en passant par des gens qui sont des pure players du web, des VADistes traditionnels, des sociétés PME dans l'univers du vêtement professionnel, des belles marques de linge de maison, etc. Tout ce petit monde vit dans un environnement international. Oui, quel est le volet international? Vous avez une proximité avec la Suisse, avec l'Allemagne. Oui, ça c'est une des particularités effectivement de Mulhouse, ce qu'on appelle le pays des 3 frontières. Donc on est à moins de 30 minutes de la Suisse et de l'Allemagne, et 2 villes qui sont très dynamiques et très riches culturellement, à savoir Fribourg en Allemagne et Bâle en Suisse. Donc il y a une richesse culturelle sur ce bassin qui est très très fort. L'international, d'abord, il est dans le métier. Je dirais que le métier de chef de produit et d'acheteur sont naturellement tournés vers l'international.
Quand on discute avec nos anciens élèves, souvent ils nous disent qu'ils passent 3 mois, 4 mois de l'année à l'étranger, soit aller chercher des idées dans un petit peu les lieux avant-gardistes de la mode, capitale de la mode, donc ça c'est la partie difficile du métier, être obligé d'aller faire du shopping à Londres, à Milan, bon, voilà. Soit aller dans des lieux de production, de sous-traitance pour chercher des nouveaux fournisseurs, des nouvelles usines pour réaliser leur collection. Donc oui, ce sont des métiers qui sont naturellement tournés vers l'international. Parfois d'ailleurs même certains jeunes dans le cadre de leur alternance sont amenés à voyager à l'international. Ensuite, dans la nouvelle maquette de formation qu'on met en place à la rentrée, on a inséré une période à l'international, donc en première année, sous un format study abroad de 8 semaines, dans un pays européen de forte culture textile, donc avec un programme qui va allier à la fois des cours, mais aussi des visites d'usines et des visites culturelles, visites que l'on ne pourrait plus faire en France, parce qu'on va trouver là-bas des tailles d'usines, également des métiers qui ont partiellement disparu de notre territoire. Qui dit shopping dit filles. Il y a Léo qui s'inquiète, ou au contraire espère, de savoir s'il n'y a que des filles dans vos formations. Ouais, si c'est un garçon, ça devrait le réjouir. Peut-être le directeur est déjà un garçon. Non, c'est vrai qu'il y a une majorité de filles, c'est pas un choix. On accueille volontiers beaucoup plus de garçons dans nos promotions. Peut-être qu'ils saisissent mal d'ailleurs les métiers qui sont accessibles à la fin d'un parcours comme le nôtre. Mais encore une fois, ce n'est pas on ne forme pas des créateurs de mode. Je dirais que les métiers de chef de produit, d'acheteur, pour moi, sont tout aussi masculin que féminin, si tant est qu'aujourd'hui on peut qualifier un métier de masculin ou féminin. Mais on a un secteur d'activité dans lequel on peut travailler pour des marques de sport, où on peut travailler dans l'univers textile technique, dans le vêtement professionnel, dans des fonctions commerciales. Donc, je veux dire, il y a énormément de débouchés qui, je suis sûr, plairont aussi bien aux garçons qu'aux jeunes filles. Et si on regarde d'ailleurs les parcours des garçons qui sont passés par notre formation, ce sont des gens qui évoluent très très vite vers des fonctions de direction générale d'entreprise. Vous disiez au hasard d'une interview que vous aviez des partenaires en Suisse et que vos étudiants passaient facilement la frontière pour aller effectuer leur stage. Donc on traverse facilement la frontière. En fait, ça répond quelque part à la question de Marie qui vous demande quels sont les débouchés à l'étranger, quelles sont les perspectives de recrutement pour vos diplômés aux 4 coins du monde. Les débouchés à l'étranger, ils sont, je serais tenté de dire, les mêmes qu'en France. On va trouver à l'étranger des marques d'habillement étrangères, des enseignes de distribution étrangères qui ont les mêmes besoins de compétences que nos marques ou nos enseignes à nous. Après, il y a aussi beaucoup d'opportunités dans les pays asiatiques ou les pays de fabrication. Je suis en tête des gens qui sont partis récemment en Chine ou en Turquie pour diriger des bureaux d'achat locaux de grandes centrales d'achat françaises. Voilà, donc il y a de belles opportunités à prendre à l'étranger également pour des gens qui ont envie de s'expatrier quelques années, oui, c'est sûr. C'est prégnant dans votre formation, justement, les marchés chinois sont un peu particuliers quand même. Est-ce que vous abordez ce volet international de manière importante dans votre formation? C'est relativement transverse dans beaucoup de cours. Enfin, on ne peut pas parler d'achat sans parler des différentes zones de sourcing dans lesquelles on peut aller chercher tel ou tel produit, puisque la planète a aussi une tendance un petit peu à se spécialiser tel type de produit dans tel type de zone géographique. Donc ça fait partie effectivement des connaissances qu'il faut avoir pour exercer ce métier. Enfin, voilà. Encore un exemple de choses qu'on ne développerait pas dans une formation généraliste et qu'on va acquérir à l'ISTA. Alors, Mulhouse est une ville que l'on croit aux confins des pays de l'Est, de la France. Comment vit-on? Quelle vie étudiante peut-on avoir? Comment est-ce qu'on se loge facilement? Est-ce que c'est une vie étudiante débordante? Je ne dirais pas débordante. Mulhouse est une
une ville de province de 110 000 habitants, 200 000 avec l'agglomération, qui est plutôt une ville culture industrielle, située dans une très belle région d'Alsace avec deux villes plus touristiques que sont Colmar et Strasbourg. Mulhouse est plutôt réputée pour ses musées, notamment le musée d'impression sur étoffe qui héberge la plus importante collection de dessins textiles au monde. Donc il y a un vrai intérêt également professionnel à Mulhouse, ou la cité de l'automobile qui est l'une des plus belles collections de voitures au monde également. Voilà. Après, il y a cette proximité dont on parlait avec la Suisse et l'Allemagne qui offre beaucoup d'opportunités de découverte. En termes de logement, on se loge facilement à Mulhouse. C'est un petit campus universitaire, à peu près 10 000 étudiants. Et nos étudiants n'ont aucune difficulté à se loger à des tarifs très raisonnables. Voilà. En plus, les gens aiment bien nos étudiants, ont la réputation d'être des gens sérieux, donc ça facilite la recherche de logement. Est-ce que, abordons le volet financier, justement, vous l'évoquiez, bon, c'est très abordable. Est-ce que votre formation est payante? Est-ce que l'alternance est aussi une alternative pour financer sa formation? Comment peut-on financer son coût de scolarité? Alors, si on prend le cursus, donc ex-chef de produit et aujourd'hui manager de l'offre produit textile mode cuir, donc qui passe en 3 ans. Je disais la première année est sous statut étudiant, donc celle-là, il faut la financer. L'année est à 4 500 € et suivent ensuite donc les 2 années en alternance sous le régime du contrat de professionnalisation ou du contrat d'apprentissage pour les entreprises dans la région. Donc je rappelle quand même que ce type de contrat, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que la formation est prise en charge par l'entreprise qui accueille le jeune, donc la formation c'est coût zéro, et le jeune bénéficie d'une rémunération pendant les 24 mois de la formation et du contrat qui le lie à l'entreprise. Et aujourd'hui, pour quelqu'un qui arrive chez nous, qui en général a 21 ans ou plus, le contrat de professionnalisation, c'est 80% du SMIC. Donc on est en train de parler de rémunération de 800 à 900 € par mois, fois 24 mois que va durer l'alternance. Et le MSI? Voilà. Le MSI, donc le prix de la formation est 12 500 €. On a un système de bourse interne sur deux niveaux. Donc il y a un premier niveau de bourse d'études, donc plus lié, je dirais, à la situation financière du candidat, et une bourse dite d'excellence, où là c'est plus, je dirais, son parcours académique. Donc voilà, là on construit de façon relativement individualisée le dossier avec chaque candidat pour optimiser, je dirais, le financement de sa formation. Une question sans transition que vous pose Franck. Pourquoi ne proposez-vous pas de formation post-bac? C'est une bonne question, merci Franck. Pas encore. Non, bon, encore une fois, l'école s'est créée sur un modèle, comme un certain nombre, je pense, à cette époque-là, d'écoles qui avaient une vocation à professionnaliser, à spécialiser, donc en s'appuyant sur des connaissances de base que les DUT et les BTS transmettent. Bon, aujourd'hui, on est toujours sur ce modèle-là. Je pense qu'il y a une certaine logique aussi par rapport à la maturité. Il n'y a pas dans notre enseignement de matières générales qui ne servent à rien, enfin, en tout cas, qui ne sont pas tournées vers le métier. On est vraiment dans une logique métier professionnalisante. Et je ne suis pas sûr que quand on sort du bac à 17, 18, voire 19 ans, on est prêt à rentrer dans ce type de formation. Donc je pense que cette formule qui consiste à recruter un bac plus 2, voire un petit peu plus pour un certain nombre de candidats aujourd'hui, elle est plutôt bien appropriée à notre mode de formation et au métier auquel on les prépare. Voilà. Pour conclure sur une note peut-être positive, est-ce que cette double compétence, quand on vient d'une filière pas forcément issue du sérail de la mode, mais quand on a une double compétence, est-ce que c'est valorisant en termes de salaire, en termes de rémunération? C'est presque même une triple compétence, parce que quelque part, une fois, les métiers auxquels on s'adresse, c'est une solide base marketing commercial, un aspect technique et le volet plus style création. Donc oui, bien entendu, ça se valorise. Après, chaque candidat, chaque diplômé gère sa carrière, son évolution. On sait aussi comment est le marché de l'emploi aujourd'hui, on sait quelle est la prudence des entreprises sur des salaires d'embauche. Je crois qu'y compris les statistiques que produisent
les grandes écoles, au travers de la conférence des grandes écoles, montrent que les salaires ont plutôt tendance à stagner, voire à régresser d'ailleurs au démarrage, que l'on n'observe pas de notre côté. Maintenant, moi je connais des rémunérations de gens qui sont sortis depuis quelques années et qui gagnent très bien leur vie, qui ont évolué très positivement, mais en produisant des résultats pour leur entreprise. C'est-à-dire aujourd'hui, l'entreprise, elle rémunère une compétence, des résultats, beaucoup plus qu'elle rémunère un diplôme, quel que soit le domaine dans lequel on évolue, ce qui est assez logique. Est-ce que je peux me permettre, éventuellement, vous avez des fourchettes de salaire, même si c'est variable d'une entreprise à l'autre, d'une petite structure à l'autre Là, encore une fois, c'est très variable parce que les niveaux de responsabilité vont fluctuer beaucoup à la sortie. Si on doit parler en brut mensuel, je dirais la fourchette sûrement entre 2000, 2005 et un peu plus en brut mensuel, et avec des évolutions qui peuvent être très rapides dans les années qui suivent. Et y compris avec des perspectives internationales. Bien sûr. Alors, il y a des questions qui ont été posées sur vos labels internationaux qui sont d'ordinaire attribués à des business schools, sur la question du classement. Et évidemment, Nicolas un peu atypique ne peut pas se trouver dans ce genre de classement. Que répondez-vous à tous ces internautes qui vous ont posé ? Vous faites la question et la réponse. Effectivement, je crois que ces classements concernent plus les écoles de commerce à vocation généraliste, ce qui, vous l'aurez compris, n'est pas notre cas. Donc, on n'y figure pas, tout simplement. Maintenant, si on devait faire un classement des écoles qui forment au métier auquel nous menons, on serait forcément en haut du classement. Voilà. Ça se traduit, je dirais, par un profil qui aujourd'hui est très recherché par les entreprises. Si on consulte des offres d'emploi pour les métiers dont j'ai parlé, on va souvent trouver ISTA dans le profil recherché. Je crois que l'essentiel est bien là. Alors, il y a beaucoup de questions qui sont un petit peu au cas par cas, notamment No qui vous demande s'il est possible de passer des tests d'admission depuis l'étranger, bien qu'il soit manifestement un diplôme français Bac+2. Que lui répondez-vous ? Il faut qu'il nous appelle. Ça dépend un petit peu où il est, quand est-ce qu'il rentre, etc. Parce qu'on a l'attitude de passer les épreuves écrites le même jour que les épreuves orales pour des gens qui ont un réel empêchement à la date des écrits. Donc ça, c'est un aménagement que l'on peut faire pour des gens qui seraient à l'étranger pour éviter de les faire revenir 2 fois, ou pour des gens qui, ça arrive de temps en temps, qui ont par exemple un BTS blanc le jour où on fait nos écrits. Voilà, mais bon, là après c'est du cas par cas, donc je ne sais pas où cet internaute se situe aujourd'hui, quand est-ce qu'il rentre en France, etc. Donc je l'invite à prendre contact avec nous directement à l'ISTA et on se fera un plaisir de lui répondre en direct. En tout cas, pour l'année 2015, vous avez un calendrier qui est établi en mois de mars. Rappelez-nous la date. Alors, dossier à déposer avant le 13 mars, concours écrit le 30 mars et les épreuves orales 14, 15, 16 avril. C'est un système d'admission et admissibilité. Oui. D'accord. Et il n'y a qu'une session. Oui. Et le MSI a le même calendrier ? Non, le MSI, il y a 5 sessions de recrutement. Là, on est sur dossier et entretien qui peut se faire à distance. Donc là, les dates des sessions figurent sur le site internet. Donc il y a 5 dates auxquelles déposer le dossier. Et ensuite, il y a un comité de sélection qui se penche sur différentes candidatures et qui valide au fur et à mesure les candidatures retenues. Voilà. Ce live touche à sa fin. Je vous remercie de nous avoir suivis. À très vite sur d'autres émissions de Studierma TV. Frédéric Mougin, merci de toutes ces informations. Encore une fois, à très vite sur Studierma TV.